Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Dunk Hebdo. Un nouvel épisode, un nouveau post-mortem. Vous savez, on est dans cette série, dans cette période de l'année où on fait les post-mortem des équipes qui ont été éliminées de la course au titre en playoff. Je suis accompagné de mon camarade Matt. Matt, comment vas-tu aujourd'hui? Bah ça va très bien, hein. On est en pleine finale de conférence, on a déjà une équipe qui est qualifiée en finale, ça va vite, hein. Par contre, c'est ce que je me disais, on est encore au post-mortem des équipes qui sont sorties au premier tour et les On finales arrive sur NBA la finale vont, NBA. vont démarrer dans une semaine. Vraiment, j'ai pas vu le temps passer durant ces playoffs, donc c'est assez flippant quand même. Ouais, c'est allé très vite en playoff et nous, à l'inverse, chez Dunk Hebdo, on est allé plus lentement que les saisons précédentes. C'est vrai que pour diverses raisons, on prend notre temps sur cette fin de saison et sur cette campagne de playoff du côté de Dunk Hebdo. Mais vous inquiétez pas, il y aura des post-mortem pour les équipes. On va sans doute faire un épisode unique sur le second tour des playoffs cette saison. Et puis, évidemment, après, on parlera des finales de conférence, etc., etc., etc. Ça va être très cool. Aujourd'hui, on va se pencher sur une équipe de Los Angeles, les Clippers, puisque les Lakers ont déjà été faits par nos camarades. On va parler des Clippers de Kawhi Leonard, de James Harden et de Ivica Zubac notamment. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette équipe et en même temps, c'est ce qu'on disait en off juste avant d'enregistrer, hein. Il y a beaucoup de choses à dire, mais il y a aussi finalement des plans qui se dessinent et des perspectives relativement simples pour les Clippers cet été. Donc pas sûr que ce soit le post-mortem le plus long de l'histoire, mais on sait jamais. On a deux pipelettes ensemble, ça peut aller très vite. On attaque par finalement la série éliminatrice pour les Clippers cette saison. C'était contre Denver, ça s'est joué en 7. Donc tu accroches quand même une équipe qui en plus, elle va accrocher le futur finaliste NBA, donc Oklahoma, par ricochet. Tu te comportes plutôt bien dans la continuité, en tout cas sur les 4 premiers matchs de ta saison régulière, avec une défense relativement, comment dire, cadrée, capable de répondre à ce que développe Denver de l'autre côté. Et puis en attaque, ben, tu développes ton jeu, c'est-à-dire un jeu majoritairement fait à partir d'ISO. Tu essaies de compenser les pertes de balles de James Harden par de l'efficacité sur les autres tirs que tu arrives à générer. Et finalement, ben, tu perds 4-3 contre une équipe des Nuggets qui était finalement peut-être supérieure, qui a mis un peu de temps à se trouver, mais quand elle s'est trouvée sur les 3 derniers matchs, elle s'est vraiment trouvée. Elle gagne pas les 3 derniers matchs, hein. Je crois qu'il y en a un qui est serré et que les Clippers prennent, si je me trompe pas. Mais sur les 3 derniers matchs, on a vu des Nuggets qui avaient vraiment changé de visage. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette série? Quel souvenir tu gardes de cette série? Parce que comme on disait aussi en off, c'est quand même une série qui commence à dater. Mais quel souvenir marquant tu gardes de cette série? Ouais, bah c'est vrai que c'est une série qui date un peu parce que vu qu'on a eu aussi Denver ça a été en 7 avec OKC, on perd un peu certains souvenirs, mais non, moi c'était une des séries du premier tour que j'avais le plus aimé. Il y avait vraiment une grosse bataille entre les deux équipes, vraiment très très serré. Bah, il y a même eu des matchs, notamment le buzzer beater qui a fait un peu débat de Aaron Gordon. Ouais, série vraiment serrée, et même quand tu regardes un peu les Four Factors, même l'offensive rating, toi, je voulais dire, c'est en offensive rating, les deux équipes sont à 115. Il y a les Clippers qui sont à 115,6 et les Denver qui sont à 115 pile. Et defensive rating, on a les Denver Nuggets à 107,7 et les Clippers à 108,3. Donc vraiment, ça se joue à rien. Ça se joue limite à un point de net rating sur l'ensemble de la série, parce que il y a déjà eu des séries en 7. Moi, je me souviens notamment les Sixers contre Boston où c'est allé en 7, mais c'était vraiment pas serré au niveau des ratings parce que les Celtics avaient mis des raclés aux Sixers quand dans les matchs qu'ils avaient gagnés. Là, c'était vraiment pas le cas. On a une série ultra serrée, mis à part le Game 7 en fait au final, et le game aussi où Jamal Murray prend un coup de chaud avec Russell Westbrook. C'est vraiment les deux matchs les moins serrés. Sinon tout le reste, c'était vraiment une série ultra ultra serrée. Et j'ai un peu ce sentiment, je sais que beaucoup le partage, que j'ai l'impression que la meilleure équipe l'a perdu. Moi, j'avais vraiment les Clippers, je sentais qu'ils avaient plus d'armes que Denver. Et au final, c'est eux qui perdent parce que bah, Denver, ils ont un peu gagné sur les marges, un peu comme ils ont failli le faire contre OKC au final. Mais bah, ils ont remporté énormément le rebond offensif. C'est d'ailleurs le seul four factors qui remporte. Mais c'est vrai que quand on regardait les matchs, ça se voyait quoi. Bah, Jokic, c'est un excellent rebondeur offensif. Et puis même Gordon, Westbrook, les joueurs comme ça. Donc je trouve que ça s'est vachement joué là-dessus. Et puis à la fin, il y a aussi, je trouve, des pertes de balles un peu stupides des Clippers, notamment le Game 7 où il y a eu
ouais, vraiment des pertes de balles de Harden, où c'était même pas des mauvaises passes, mais on avait l'impression un peu des pertes de concentration. On en avait parlé, je me souviens, avec Tom, quand on avait fait le bilan du premier tour. Ça m'avait un peu choqué. Donc, ils ont un peu gagné sur ces marges-là, je trouve, les Nuggets, parce que les Clippers ont vraiment eu une défense, une excellente défense. Par contre, c'est vrai que je trouve qu'en attaque, tu sentais que Tyrone n'arrivait pas à trouver la bonne formule. C'est soit il mettait Absolument. des joueurs qui étaient forts défensivement, je pense notamment à Chris Dunn, des joueurs comme ça, ou alors on mettait des Bogdanovic pour avoir plus d'attaque, mais tu perdais de l'autre côté. Et il arrivait pas à trouver la bonne balance. C'est soit on perdait trop offensivement, soit on perdait trop offensivement. Donc ça a été un peu l'histoire de la série, j'ai trouvé. Ben, c'est ça. En fait, pour moi, il y a deux moitiés de série. Il y a les 4 premiers matchs et les 3 derniers. Et la différence, pour moi, c'est ta façon d'encaisser les points dans les 3 derniers matchs. On passe d'une moyenne, autour des 104, 105 points encaissés sur 100 possessions sur les 4 premiers matchs à plus de 120. On est quasiment à 125, 127 points encaissés sur la deuxième partie de la série. Tu gagnes l'avant-dernier match, effectivement, mais sur le dernier match, tu te fais exploser à l'efficacité. Tu as beaucoup de mal à limiter l'attaque des Nuggets. Ton playmaking défensif est de plus en plus absent à mesure qu'on avance dans la série. Ça explose au Game 5 et au Game 7 à nouveau. Tu n'arrives pas à créer des possessions avec du playmaking défensif, c'est-à-dire des pertes de balles côté Nuggets. Et à partir du moment où tu as ce retour de sérieux des Nuggets, grâce notamment à l'impulsion de Jamal Murray, et d'Aaron Gordon qui a fait vraiment une série incroyable, ça devient plus compliqué pour les Clippers. Moi, ce dont j'ai eu l'impression, c'est pour faire écho à ce que tu disais dans ta dernière phrase, c'est qu'effectivement, les Clippers, ils ont pu jouer leur jeu face à une équipe des Nuggets. Peut-être que leur jeu de base était meilleur que le jeu de base des Nuggets, mais ils ont été incapables d'aller chercher les victoires dans les marges. Et en fait, les marges en playoff, c'est là aussi où ça compte. Et on s'en est rendu compte sur la série d'après pour les Nuggets. On en reparlera quand on parlera des Nuggets et sans doute d'Oklahoma City. Mais là où Oklahoma arrive à prendre le dessus sur les Nuggets, c'est justement parce qu'ils managent mieux les marges que les Clippers ont été capables de le faire. Et une des marges que les Clippers n'ont pas été capables de manager, c'est le rebond, et notamment la protection du rebond offensif. Et en fait, ça va faire écho au problème qu'on va pointer pour cet été, mais il y a la question quand même de ce deuxième intérieur un poil léger sur le rebond et sur les box-out. Et si tu n'as pas Ivica Zubac qui fait ton boulot, et en face de Jokic, c'est toujours très compliqué de faire le boulot tout seul sur les rebonds, tu te retrouves rapidement dépassé. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand on fait la liste des ailiers et des profils physiques qui peuplent les lignes de forwards du côté des Clippers, c'est relativement fin, c'est grand, effectivement, ça, il n'y a pas de problème. Derrick Jones Jr., etc. C'est des profils qui sont longs, mais ce n'est pas des profils physiques qui importent sur les box-out. Et quand tu as Aaron Gordon, Nikola Jokic, qui font le boulot de l'autre côté du terrain, c'est compliqué. Surtout, tu peux avoir aussi des Westbrook qui te font des box-out, et Westbrook, il est capable de box-out n'importe qui au rebond depuis le début de sa carrière. Même Ja Morant le fait du côté des Grizzlies. Il n'y a pas ce genre de profil, soit hargneux, soit réellement physique, du côté des Clippers. Ça leur a manqué. Je crois que ça leur a vraiment fait défaut contre les Nuggets, mais je pense que ça leur aurait aussi fait défaut s'ils étaient passés au tour suivant contre le Thunder, parce que tu as Chet Holmgren, Hartenstein, et puis tu as Jalen Williams. Tu as quand même des profils qui savent box-out. Donc voilà, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un problème structurel qui était pointé sur la marge principale qu'est le rebond, mais après aussi sur le playmaking défensif. Tu l'as dit, tu as cité le nom de Dunn. Dunn, c'est très bien, ça fait du playmaking défensif, mais c'est injouable en attaque, c'est trop de compromis. Et en fait, tu as un compromis sur Dunn en attaque sur Dunn, et tu as un compromis en défense et aussi en attaque sur James Harden. On va pas se mentir, il prend de l'âge et les turnovers, ça commence vraiment à être difficile pour lui, parce que tu fais un nombre de passes très volumineux, mais combien de balles tu perds de l'autre côté du terrain? Tout le monde n'est pas Tyrese Haliburton. du coup, voilà, ça devient compliqué pour les Clippers. Et cette série, je trouve aussi qu'elle fait parler ce dont les Clippers vont avoir besoin d'arranger cet été. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'elle pointe du doigt l'endroit où doivent aller les Clippers cet été, quoi. Ouais, et puis en plus, le problème d'intérieur, je trouve que c'est encore plus vu parce que en fait la stratégie de Tyronn Lue c'était de faire sortir Zubac assez tôt pour en fait le remettre quand Jokic n'était pas sur le terrain. Sa stratégie c'était en fait d'un peu de marteler les Nuggets quand Jokic n'était pas là. Ce qui est une bonne stratégie, ça a d'ailleurs pas mal marché. Le problème c'est que
il a un peu essayé du Ben Simmons, ça a un petit peu marché au début, puis on a bien vu que c'était vite problématique. On a mis Nicolas Batum qui a fait un travail remarquable. Moi, j'ai beaucoup aimé sa série. Ça m'a fait rappeler son temps aux Sixers que j'avais adoré, mais c'est vraiment typiquement le joueur que t'aimes bien Ah avoir bah en oui, playoff, bien le sûr, type de role player que bien t'adores avoir. sûr. Le problème, c'est que c'est pareil. Au bout d'un moment, face à Jokic, il a bien tenu, mais tu peux pas tenir l'entièreté d'une série. Puis tu as toujours ce problème de rebond. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est problématique. Et puis il y a aussi ouais, tout ce qui est les Chris Dunn, les Derrick Jones Jr. En fait, ils ont un peu, je vais me faire un peu l'avocat encore de Paul George, mais les fans des Clippers ont beaucoup dit oui, c'est super ce qui a été fait à l'intersaison. On a un peu remplacé Paul George par Derrick Jones Jr., Chris Dunn. Ils ont pris Bogdanovic. Ils l'ont un peu remplacé par plusieurs joueurs. Sauf que bah, le gros problème, c'est que ouais, c'est super en saison régulière parce que ça a fait le boulot d'avoir des joueurs un peu one-way entre guillemets. Sauf qu'en fait, bah, un joueur comme Paul George qui est bon des deux côtés du terrain, là, t'aurais bien aimé l'avoir. Parce que même un Norman Powell aussi qui a fait une excellente saison régulière, bah, on a vu un petit peu ses défauts. La création offensive, en fait, c'est un joueur qui est un peu. Je vais faire mes isolations, mes dribble and off pour moi-même, mais pour faire de la création pour autrui, c'est là où ça devient compliqué. Il le fait pas à un niveau assez élevé quand tu rencontres une équipe comme les Nuggets. Et je pense que tu aurais eu un mec comme Paul George, alors pas le Paul George de cette saison, ça je suis d'accord, mais le Paul George par exemple de la saison dernière, tu l'aurais eu à la place de ces joueurs-là, et ben peut-être que tu serais passé parce que ça s'est tellement joué à pas grand-chose qu'au final j'ai un peu l'impression qu'il te manquait un joueur qui a un talent en fait qui est bon Oui, des deux côtés du absolument. terrain, parce que Tyronn Lue il a essayé de trouver une espèce de formule pour être bon des deux côtés, mais il l'a pas vraiment trouvé. À chaque fois il a créé un five out à un moment donné où tu avais Bogdanovic, c'était super parce que tu mettais en péril un peu les Nuggets. Sauf que de l'autre côté, c'était problématique parce que tu avais la problématique des rebonds à gérer et la défense face à Nikola Jokic. Trop de compromis dans cette équipe. En fait, tu as payé sportivement ce que tu n'as pas voulu payer financièrement l'été dernier. C'est ça. Et en fait, il va falloir voir maintenant, on va se diriger rapidement sur l'été qui vient, mais l'intersaison qui arrive, il y a plus trop la question financière parce que finalement, ils ont peut-être pas le cap space du siècle, mais ils ont très bien arrangé l'été dernier l'état de leurs finances pour leur permettre d'être, comment dire, à minima fluide et à l'aise pour trader des contrats. On le disait en off, hein, ils ont beaucoup de contrats qui sont tradables. Il y a Kawhi Leonard qui est à 50 millions, il y a un petit peu plus de 50 millions, j'arrondis les chiffres, hein, pardonnez-moi si ce que je dis n'est pas tout à fait exact, mais on a Kawhi Leonard qui est à peu près à 50 millions, un petit peu plus, on a James Harden qui est un tout petit peu plus de 30 millions, et après on arrive vite à Ivica Zubac et au contrat autour des 10-20 millions, il y en a deux, et ensuite on est sur les role players qui sont à 8, 6, etc., etc. Donc en fait on est sur une équipe où en fonction de ce qu'on va faire cet été, et notamment sur le cas James Harden, qui est pour moi le cas le plus, disons, le plus rapide à gérer dans un sens ou dans un autre, on va quand même avoir dans l'effectif des assets qu'on va pouvoir envoyer dans des franchises pour récupérer des trucs dont on a besoin et dont la série contre les Nuggets a montré qu'on avait besoin. On l'a dit, le rebond, pour moi, c'est vraiment la clé de cette intersaison côté Clippers. Euh, il y a une il y a une problématique, en fait, pour reprendre un terme cher à notre camarade Constant, il y a une problématique pour moi qui se pose plus que les autres cet été du côté des Keepers, c'est c'est la façon dont tu vas essayer de te renforcer alors que tu vieillis. C'est-à-dire que tu as déjà eu un effectif qui est quand même plombé par des blessures, notamment Kawhi Leonard, ton joueur principal. Autour, tu as réussi, en évacuant Paul George, à évacuer d'autres risques de blessures majeures sur des joueurs majeurs avec des contrats très gros, mais ça n'enlève pas le risque que tu as sur les autres joueurs. Et tu vieillis, tu avances en âge, James Harden se fait de moins en moins précis, de moins en moins bon. Hein. La plupart de ses turnovers, c'est sur des passes, hein. C'est pas dans les mains. C'est sur des passes que James Harden a le plus généré de turnovers contre son équipe sur ses playoffs, notamment face à Denver. Donc, comment tu gères, Matt, si tu es Steve Ballmer et le front office des Clippers, comment tu t'occupes de cet effectif? Euh, est-ce que tu priorises James Harden qui reste aux Clippers en lui proposant une extension? Donc, il est en player option cet été Mm. à 33 et quelques millions. Est-ce que tu priorises avec une extension ou est-ce que tu essaies de le trade avec sa player option vers une équipe qui pourrait te donner des ailiers capables de prendre des rebonds?
Bah, le problème, c'est que moi, je pense que t'as pas trop le choix de le garder parce que malgré tout, il t'apporte cette création offensive, même si bah, il vieillit, c'est plus le James Harden d'avant, etc., etc. Mais ça reste quand même un playmaker de haut niveau. Et le problème, c'est qu'en NBA, c'est très dur de remplacer des playmakers comme ça. Moi, je peux vous le dire, il était du côté de Philly. Je le vois encore plus cette saison qu'il était plus là, où on voit en fait le trou béant de bah, que le playmaking, en fait, il en faut. Et le problème, c'est que si tu n'as plus James Harden, qui va prendre le relais? Alors Kawhi a fait beaucoup de progrès, surtout depuis qu'il est aux Clippers, mais on est quand même loin du niveau de Harden. Donc, moi, je pense que tu n'as pas trop le choix que de le. Moi, je pense qu'il va décliner. Le plus probable, c'est qu'il décline sa player option parce que arrivé à cet âge-là, généralement, les joueurs comme ça, ben, ils préfèrent maximiser leurs années plutôt que d'avoir une saison à 36 millions. Bah, même si, par exemple, les Clippers le signent entre, je sais pas, 28, 33, mais ils préféreraient avoir ça sur 2, 3 saisons plutôt qu'une seule. Donc, à mon avis, s'ils risquent de la décliner et les Clippers, bah, ils vont s'arranger pour arranger un peu les deux parties, c'est-à-dire, bah, ouais, comme je disais, je pense 28-30 millions, quelque chose comme ça, je serais pas étonné, un contrat de cette valeur-là sur par exemple 2 ans, surtout que le Kawhi Leonard, il a encore 2 ans de contrat, puisqu'il sera free agent en 2027-2028, donc ça correspondra bien à la timeline, comme ça au moins tu fais matcher un peu les deux. T'as Norman Powell qui est éligible à une extension aussi, à pas oublier, sachant la saison qu'il a fait. Bon, bah, t'auras aussi ce dossier-là à gérer. Bah, c'était ma question d'après, parce que Norman Powell, je te coupe, mais tu vas voir où je veux rebondir. Mais Norman Powell, tu l'as dit tout à l'heure, il va pas être capable d'être ce joueur qui va initier et créer pour les autres dans cette équipe. Donc, si tu ne conserves pas James Harden, tu vas quand même te retrouver avec un trou béant à la création que Norman Powell va pas pouvoir prendre. Autant il a été capable de prendre la part de scoring que Paul George a porté l'année précédente, autant sur la création, à mon avis, il y a un doute. Norman Powell, c'est pas un joueur de 24 ans qui est en développement, c'est un joueur qui est au milieu ou à la fin de son prime. Il a dépassé les 30 ans, je crois. Je crois qu'on a la forme finale de Norman Powell et c'est très bien comme ça. En plus, je trouve même que c'est pas très cher payé du côté des Clippers. Donc tant mieux pour lui, quoi. Mais est-ce que c'est pas ce gars-là que tu vas éventuellement trader contre soit un upgrade de James Harden, soit un intérieur qui est capable de défendre et notamment de défendre le rebond à côté de Zubats, quoi. Bah, c'est une vraie question, surtout que le problème aussi, ce que je voulais dire des Clippers, c'est qu'ils contrôlent pas leur pic, là, jusqu'en 2032. En fait, alors, ils ont leur pic cette année, mais c'est un 30e choix. La saison prochaine, c'est un swap qui va aller à OKC ou à Denver. Celui de 2028 va à Philly. Ensuite, c'est un swap entre Philadelphie et les Clippers. Donc, en fait, tu es obligé d'être compétitif parce que si t'es pas compétitif, c'est soit le pic de toute façon il va chez quelqu'un d'autre, soit c'est un swap. Donc, qui dit swap, si par exemple tu es très mauvais, mais du coup que tu fais un swap, bah, le fait d'avoir eu un excellent pic, c'est l'autre équipe dont vous allez échanger vos positions. Donc, c'est ça un peu aussi qui est problématique, c'est que tu es coincé parce que t'as pas d'assets. Donc même aussi pour un échange, hein, si tu voulais échanger, je sais pas, on sait qu'il y a Giannis Antetokounmpo qui risque d'arriver sur le marché, mais tu pourras Non, pas faire t'as partie pas des les armes. franchises qui pourront faire une offre. Tu n'as plus de pic à proposer. Je sais même pas si tu peux proposer un premier tour. Ils ont le 2032, je pense que celui-là, ils peuvent le proposer, mais du coup, ça fait un seul tour. Ah, c'est un Donc, ça seul pic, ça, suffira ça pas peut à pas attirer fonctionner. un joueur comme Kawhi, même Kevin Durant, qui va être sur le marché. Je doute quand même, ça risque d'être peut-être un pic, ça passe. Je sais même pas si, parce qu'il a eu qu'une seule année de contrat. Peut-être que à la rigueur, tu pourrais tenter ça. Mais bon, je pense quand même qu'il y a des équipes concurrentes comme les Rockets et les équipes Hmm. comme ça seront plus armées à faire des meilleures offres. Donc les Clippers vont passer après pour ce genre de joueurs-là. Mais en tout cas, donc si tu re-signes James Harden, c'est sûr que tu auras des vraies questions. Moi, je pense qu'il faut qu'il trouve j'allais dire un remplaçant à Paul George, mais un peu ce genre de joueur qui peut faire un peu de création, qui peut jouer des deux côtés du terrain. Moi, j'avais pensé à Jrue Holiday, qui risque d'être sur le marché parce que Mais Boston veut dégraisser. les rumeurs sont avérées. J'ai vu un tweet ce matin de Ouais, je ne sais plus qui, mais les j'ai vu rumeurs sont aussi, justement, effectivement j'y ai avérées. pensé hier soir en préparant l'épisode, je me suis dit, mais sur quel joueur il pourrait aller sans dépenser de pic de draft, parce que de toute façon, il leur faut un. Donc, bah, Boston, typiquement, eux, ils pourront pas récupérer de pic avec Holiday parce qu'ils cherchent à s'en débarrasser parce qu'ils vont vouloir
Mettre potentiellement. Pritchard ou ce genre de truc, ouais. Ouais, puis ils vont vouloir aller en dessous de la seconde apron, vu que Jason Tatum, il s'est fait le Oui, tendon d'Achille, oui, oui. donc il va être blessé. La saison prochaine, c'est un peu une saison qui va pas compter pour Boston, donc il risque de. Il y a même eu des rumeurs comme quoi les Porzingis Holiday seront potentiellement sur le marché. Donc je pense qu'il pourrait se diriger sur un joueur comme ça. Bah, tu pourrais proposer, je sais pas, juste c'est ce qu'on disait en off, c'est qu'ils ont par contre beaucoup de contrats tradables. Norman Powell qui a 20 millions, Bogdan Bogdanovic qui a 16 millions, Zubac, je pense pas qu'il sera tradé, il est beaucoup trop important pour eux. Il y a Derrick Jones Jr. qui a 10 millions et Chris Dunn qui a 5 millions. Donc on a pas mal de contrats tradables. Donc ça peut être des contrats qui peuvent être tradés du côté de Boston. Par contre, attention, parce que les Celtics, ils sont dans la seconde apron, donc tu peux faire que des échanges 1 pour 1 et pas 1 pour 2. Donc ça pourra aussi impliquer une autre équipe. Donc tu vois, il y a aussi Tu peux faire du 1 pour 2 si la somme que récupère Boston, qui est donc l'équipe au-dessus de la seconde apron, si la somme de salaire que récupère Boston est inférieure au salaire qu'elles envoient. Ok. Tu peux faire ça. Ok. Tu me promis, parce que j'ai étudié le cas pour les Suns, qui sont au max des aprons, ils sont au-dessus du 7e apron. Ouais, tu peux faire ça, effectivement. Mais je te rejoins sur le profil Jrue Holiday. Moi, clairement, je crois pas du tout que les Clippers aient la voilure, sans faire aucun jeu de mots avec leur logo, pour aller chercher une superstar. Je pense qu'ils n'ont pas non plus la voilure pour aller chercher une star. En revanche, je pense que ce qu'ils peuvent apprendre de la série contre les Nuggets, c'est qu'ils ont besoin d'aller dans les marges. Et dans les marges, tu as quelques role-players bien sentis que tu peux essayer d'aller chercher, notamment du côté des Cavs. Tu peux essayer peut-être aussi du côté d'Oklahoma en fonction de ce qui serait disponible cet été si Oklahoma veut à nouveau se renforcer. Mais je pense que tu peux aller chercher des gars profil Max Strus, Ty Jerome, tu vois, ce genre de profils qui ont un peu de création. Ty Jerome, à mon avis, c'est un pari qu'il faudrait tenter. La courbe de progression est cool. Donc, c'est un pari que je tenterai très honnêtement. Est-ce que tu peux tenter Pritchard du côté des Celtics? Je ne sais pas. Est-ce que tu peux tenter un Embiid du côté des Pacers? Je ne sais pas. Est-ce que tu peux tenter un McConnell du côté des Pacers? Tu vois aussi. Est-ce que tu peux tenter ce genre de profil qui sortent du banc? Est-ce que tu peux tenter sur le marché des free agents, si tu libères un peu de cap space, est-ce que tu peux tenter un Tyus Jones dont le contrat s'est terminé du côté des Suns? Moi, je pense que sur le playmaking, tu dois aller chercher ce genre de profil-là dans ce genre de range-là, simplement parce que tu dois garder James Harden ou alors tu dois le trader contre un joueur qui t'amène vraiment une plus-value sur ton autre secteur où tu es en difficulté, le rebond, et je vais y venir. Mais mais dans tous les cas, il va te falloir du playmaking. Il va te falloir un minimum de playmaking. Mais pour rebondir pour le coup, sur l'aspect rebond, moi, je pensais à Dallas parce que Dallas est dans une situation où ils vont récupérer un ailier et ils ont déjà beaucoup d'ailiers. Ils ont notamment PG Washington et Najee Marshall. Et si t'es les Clippers, est-ce que c'est pas l'équipe idoine pour envoyer James Harden, vu que Kyrie Irving est blessé et qu'il va y avoir besoin de playmaking du côté de Dallas, pour récupérer un ailier qui va t'aider au rebond, si tu arrives sur la free agency ou par des trades à la marge, en envoyant des petits joueurs contre des petits joueurs, des Derrick Jones, etc., à récupérer un playmaker que tu peux installer au poste 1 ou au poste 2 à côté de Kawhi, quoi. Oui, bah ouais, Dallas, c'est vrai que j'y avais pas pensé. Ça peut être une solution, peut-être plus sur des. Même pour, par exemple, un Daniel Gafford, si tu veux avoir un pivot backup, parce que c'est vrai que je pense que c'est un vrai problème aussi, cette histoire de pivot backup derrière Ivica Zubac. Et Surtout qu'on sait au-delà que. du backup, on est dans une NBA où la saison prochaine, on l'a déjà vu sur la fin de saison, on va avoir, à mon avis, de plus en plus de line-up à double big. Donc Aussi. tu peux faire aussi des 5 avec Daniel Gafford et Ivica Zubac. Ça pourrait être possible, effectivement, si tu veux un peu faire style de jouer le rebond offensif. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'aussi, c'est une lob threat, donc menace de lob pour James Harden, c'est typiquement le genre de profil qu'il adore. Donc, ça pourrait être une solution. Je pense que ces joueurs-là seront sur le marché. Il y aura aussi potentiellement PJ Washington. Il y a eu quelques rumeurs, vu que forcément, ils ont drafté Cooper Flagg. C'est des joueurs qui vont être sur son poste. Donc, logiquement, Flagg, ils vont le mettre titulaire, sinon ce serait incompréhensible. Mais du coup, ça voudrait dire que ces joueurs-là seraient sur le marché. Après, moi, je trouve qu'il faudrait. C'est pour ça que Jrue Holiday, je trouve, fitait bien un peu leurs besoins parce que, comme on l'a dit, je pense qu'aller sur une vraie star, ça me paraît très compliqué. Mais il faudrait justement aller sur ce genre de joueurs qui ont
un peu de création et qui en fait sur un setting playoff reste sur le terrain, tu peux leur donner 30-35 minutes de jeu sans problème. C'est pour ça que j'avais pensé à lui parce que il peut t'apporter un peu de création parce que on le sait, c'est un meneur de métier, même si du côté des Celtics, il a plus brillé en tant que connecteur de luxe qu'en tant que meneur de jeu pur, création, etc. Par contre, bon, la défense est quand même toujours présent. Il y a le shoot à 3 points, même s'il y a quand même certaines équipes qui se sont amusées à l'ignorer, mais c'est quand même un joueur normalement qui a un bon shoot à 3 points. Donc c'est pour ça que je pense que c'est ouais, ces espèces de role-players de luxe, les Derrick White, les Jrue Holiday, mais Derrick White, je pense pas que Boston sera vendeur. C'est pour ça que j'avais pensé à lui. C'est vrai qu'à part ces joueurs-là, ça devient tout de suite compliqué. En tout cas, ça va être compliqué pour les Clippers parce que je pense qu'ils sont peut-être pas les seuls sur le dossier, vu que Boston va être vendeur sans vouloir récupérer d'assets. Je pense que ça va intéresser aussi donc contenders qui vont vouloir ça. C'est un peu les joueurs parfaits pour les playoffs parce que tu leur donnes, comme j'ai dit, plus de 30-35 minutes de jeu. Ils t'apportent de la création et de la défense du point d'attaque. Et on l'a vu en playoffs, c'est ultra important. On le voit même de plus en plus des joueurs qui font des presses tout-terrain, qui viennent gêner les porteurs de balles dès la remise en jeu. On le voit, on l'a vu avec Oscar Thompson, avec les Pistons. OKC, ils font ça avec Caruso, avec. Mais ils le font pour le plaisir. Voilà, donc les Pacers l'ont fait aussi avec Nesmith. On voit que Nesmith et Nembhard, ça devient vraiment quelque chose de très important. Et c'est peut-être un peu ce qui manque aux Clippers parce qu'ils le font avec Chris Dunn, mais c'est ce qu'on disait. Le problème de Chris Dunn, c'est que pour rester 35 minutes, il peut pas, puisqu'il n'a pas le shooting à 3 points. Donc, c'est le problème aussi, c'est qu'il y aura beaucoup de concurrence en fait dans ces dossiers-là. Et vu qu'ils n'ont pas leur pic, si ces pistes-là partent ailleurs, ils auront en fait, ils seront obligés de revenir avec le groupe qu'ils ont et puis d'espérer un peu mieux. Mais je trouve qu'il y a quand même ils ont un plancher qui est bon. Mais le plafond est trop loin. Il est trop loin. Pas très haut. Quoi. Parce qu'en fait, moi, ce que je trouve, c'est que le plancher est solide, mais il est bas. Le plancher est solide, mais il est 6, 7, 8 dans la conférence Ouest et premier tour de playoff. Pour passer au deuxième tour, tu dois quand même relever le plancher avec un joueur, tu l'as dit, qui vraiment te fait changer ton équipe. Tu regrettais le départ de Paul George, par exemple. Et après, tu dois éclater ton plafond et t'éclates ton plafond. Et là, pour le coup, pour éclater ton plafond, il faut que tu assures. Il faut que tu trouves un joueur qui va crever l'écran à la façon de Norman Powell sur le début de saison 2024-2025. Et en fait, c'est encore une équipe où il y a beaucoup de si. C'est encore un projet où il y a beaucoup de si, beaucoup d'incertitudes et où même si tu vas chercher des gains à la marge cet été théorique, t'es pas sûr d'être toujours dans la compétition pour le titre et dans les contenders la saison prochaine, alors que tu es dans la deuxième année dans ton nouveau stade, que tu as encore Kawhi Leonard, etc. etc. Est-ce que les Clippers, c'est pas un projet qui éclate en cours de saison avant la trade deadline si les résultats ne suivent pas? Le problème, c'est que pour moi, c'est toujours la problématique des pics de draft, en fait. Vu qu'ils n'ont pas leur pic, pour moi, en fait, ils sont coincés à être un minimum compétitif. Donc après, ils peuvent essayer parce que le problème, c'est que si par exemple tu échanges un James Harden, tu vas pas récupérer pléthore de pics. Moi déjà, quand Daryl Morey l'avait échangé aux Clippers de récupérer 2 firsts, j'avais été très très étonné parce qu'il était en dernière année de contrat. Moi je disais si les Sixers récupèrent un seul, c'est déjà énorme. Mais 2, je m'attendais vraiment pas. Là, en plus, il vieillit, forcément, avec le temps. Là, il est 2 ans plus âgé que quand il avait été échangé la première fois par Philly. S'il récupère un tour, ce sera un miracle. Ouais, c'est miracle. Il récupérerait peut-être un tour, mais ce sera pas un premier tour déjà qui aura une grande valeur parce qu'il n'y a qu'une équipe compétitive qui va vouloir l'échanger. Donc ça risque d'être un premier tour qui n'aura pas forcément une énorme valeur. C'est un peu ça le problème. Et alors il y aurait Kawhi Leonard peut-être si vraiment tu veux faire exploser tout ton projet. Peut-être c'est sûr que lui attirerait plus de premier tour de draft, mais c'est pareil, c'est des équipes. Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais ils intéressent ça. Par exemple, les Rockets, c'est un peu ce genre d'équipe qui recherchent leur star. Les Pistons. Les Pistons aussi, mais ça veut dire que s'ils échangent leur pick de draft à eux, que par exemple les picks de draft des Rockets, ils n'auront pas non plus une grande valeur dans le futur. C'est une équipe en plus qui est jeune, qui là va devenir compétitive.
Donc c'est un peu ça tout le problème, c'est que si tu échanges, ce sera contre des pics de draft pas bons et les tiens, ce qui veut dire que toi tu vas être mauvais, mais tu vas donner des pics de draft de haute valeur à À des, d'autres à des équipes futures équipes. Donc qui vont moi je pense que continuer d'être bonnes parce que leurs c'est stars ça. n'ont pas 34 ans et ne Et sont puis il pas y a blessés aussi tout le le temps. problème de la concurrence de la conférence Ouest. Je veux dire, quand tu regardes, Clairement. Dallas peut être compétitif la saison prochaine. Les Spurs, ils vont récupérer un Dylan Harper vraisemblablement à la draft, qui est Si attendu ça pour trade être pas, ouais. un excellent joueur. Et ils peuvent en plus, si Yanis est sur le marché, on ne sait pas, il peut très bien y avoir ce genre d'échange. Et Yanis arrive aux Spurs. Donc les Les Spurs sont Lakers. attendus comme compétitifs. Les Lakers qui ont récupéré Luka Doncic. Enfin, en fait, toutes les équipes qui sont devant eux le seront toujours. Et même les équipes derrière eux, les Dallas, les Spurs, les Pelicans aussi, à pas oublier, parce que là, ils vont avoir un haut choix de draft. Si Zion joue en santé et qu'ils arrivent avec tout le monde, ils ont quand même un bon effectif. Donc il y a les Blazers, c'est un peu plus en dessous, mais Ouais, moi c'est un j'ai peu bien plus en aimé ce dessous qu'ils déjà. ont fait. Donc il y a quand même des équipes derrière qui seront là. Donc c'est ça aussi, les Grizzlies qui sont 8e, qui ont fini derrière eux. Pour moi c'était un peu une anomalie. Pour moi c'est une équipe qui aurait dû être plus forte que ça. Ça s'est un peu cassé la figure en seconde partie de saison, mais toutes les équipes que je viens de citer peuvent très bien être devant les Clippers la saison prochaine. Oui, sans qu'on s'étonne en réalité, parce que la marge de manœuvre des Clippers, elle est trop légère malheureusement. Pourtant, il y a franchement un bon travail de la part du front office et on peut espérer que le bon travail continue cet été, mais ça part pour moi de trop loin structurellement. Et pour aller chercher de la variété en attaque et du rebond en défense, je vois pas comment tu fais avec ce que tu as à disposition là aujourd'hui en tant que front office, quoi. Ça me paraît trop loin pour en tout cas avoir des espoirs de titre la saison prochaine. Et moi, mon interrogation, c'est à quel point ce projet va tenir parce que est-ce que Kawhi va vouloir rester dans un projet qui sait ne pas être, n'est pas vraiment compétitif? Est-ce que même Harden va vouloir rester dans un projet qui ne sait pas compétitif alors qu'il a toujours pas de bague et que peut-être il en veut une, tu vois? Et après, moi, c'est mon interrogation. Je me demande à quel point on n'est pas dans la dernière année des Clippers sur ce projet-là, quand bien même il n'est pas de tour de draft, quoi. Parce que c'est aussi une peut-être des dernières années où tu peux trader Kawhi à la plus haute valeur. Après, ça va commencer à vraiment à descendre drastiquement. Zubac, il sort d'une saison extraordinaire où à la fois les observateurs les plus hipsters et les observateurs les plus généralistes ont loué ses qualités à juste titre. Il a vraiment fait une saison monstrueuse. Est-ce que c'est pas le moment où tu fais tout péter? Franchement, je trouve vraiment que les Clippers sont dans un flou et surtout peuvent être endormis par leur bonne saison régulière et leur bon socle défensif, etc. J'aimerais pas pour eux qu'ils s'endorment en se disant en fait on a juste besoin de tout petits ajustements pour aller plus loin. Je crois pas que tu aies besoin de petits ajustements pour aller plus loin. Ça va pousser trop fort derrière, Mm. ça va aller trop vite devant. Tu vieillis, tu t'avances moins vite. Et je sais ce que c'est que de vieillir et d'avancer moins vite. Donc, donc, donc voilà, tu vois, c'est des trucs qui me font un peu souci pour les Clippers, quoi. Est-ce que tu as Ouais. quelque chose à rajouter, Matt? Bah, de toute façon, la réponse, on l'aura soit cette saison, soit l'été prochain. Ouais. Parce qu'on a Kawhi Leonard qui est éligible à une extension l'année prochaine, l'été prochain. On a Bogdan Bogdanovic aussi si il reste du côté des Clippers. Ivica Zubac qui sera éligible à une extension. Derrick Jones Jr. et Chris Dunn. En gros, il y a quasiment tout ton effectif qui sera éligible à une extension la saison prochaine. Donc, je pense que la saison qui arrive va décider des extensions des saisons à venir. Absolument. Et du coup, ça va être intéressant de suivre l'été, mais aussi le début de saison, parce que pour moi, jusqu'à la trade deadline, rien n'est arrêté aux Clippers. Je pense qu'ils peuvent très bien commencer la saison en mode on y va, on y va, on y va, et se rendre compte en décembre qu'on n'y va pas du tout. Et décider en un mois et demi de construire des trades pour pour que mi-février, l'équipe soit partie dans une reconstruction. C'est tout à fait possible, quoi. Je pense que c'est tout à fait possible. Ouais. Surtout que tu as déjà fait une saison dans ton nouveau stade, que tu as fait une série de playoffs dans ton nouveau stade, donc tu peux imaginer que c'est plus facile de le faire aujourd'hui que ça ne l'était l'été dernier, et ça sera forcément plus facile que l'été d'après, quoi. Où tu vas être enfin, le nez devant le mur, quoi. Ouais, le problème, c'est moi, s'ils maîtrisent. Enfin, Ouais, ça c'est me la paraît. draft. Ouais, ça me paraît compliqué. Puis leur stade est quand même. Il est quand même. Je pense qu'ils ont tout intérêt quand même à être un minimum compétitif parce que leur nouvelle salle, Steve Ballmer, qui est un peu une personne qui a l'air de vouloir de la compétitivité dans son équipe, et puis le fait aussi de ne pas maîtriser, comme on a dit depuis La tout à draft, ouais. l'heure,
de pas maîtriser leur pic. Toutes ces raisons-là, quand même, me font penser que je pense que ok, il y a une stratégie où tu veux être contender, mais il y a aussi une stratégie où tu veux aussi vendre des billets. Et bah, il faut un peu vendre du rêve, entre guillemets, j'ai envie de dire, aux fans. Surtout qu'ils ont un plancher quand même haut, vu qu'ils ont une forte défense. Moi, je pense que faut au moins, surtout quand tu as des joueurs comme Kawhi, James Harden, ça fait quand même vendre. Moi, je pense qu'ils ont, malgré tout ce qu'on a dit, que l'équipe est vieillissante, qu'ils ont quand même un intérêt à rester un minimum compétitif, même si c'est pas pour jouer. Moi, d'ailleurs, cette saison, je les considérais pas comme Oui. contenders. Pour moi, il y avait trop de. Bah, le fait d'avoir. De toute façon, depuis le trade de Paul George, je dis, ils ont un peu signé la fin des Clippers contenders. Là, pour moi, donc c'est soit tu arrives à un peu améliorer, comme on l'a dit, l'effectif, soit sinon tu repars avec les mêmes joueurs. Donc tu seras quand même un petit peu compétitif, avec tout le danger qu'on a dit des équipes derrière, mais je pense qu'au final, c'est peut-être la meilleure solution que tu as. Oui, et donc tu attends 2025-2026 pour 2026 pardon, pour refaire pour laisser des contrats se finir en fait, laisser le ménage se faire naturellement quoi. Super Matt, ben écoute, merci beaucoup. T'as un truc à rajouter sur les Clippers? Non, écoute, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, je crois aussi qu'on a fait le tour. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés pour ce post-mortem spécial Clippers. On revient bientôt pour une nouvelle équipe. Et puis on vous l'a dit, on fera un gros épisode pour le deuxième tour des playoffs, etc., etc. Enfin, pour les éliminés du deuxième tour des playoffs. Et peut-être, on ne sait pas, peut-être une surprise, la preview de la finale NBA. On ne sait pas, on verra ça. Bon courage aux fans des Knicks et aux fans des Pacers sur les matchs qui restent à l'Est. On vous embrasse très fort. Merci à toutes et à tous. Ciao. Salut.